Étienne pour l'invitation. Merci pour cette belle exposition, je ne vais pas dire introduction parce que JB Agency a bien travaillé aussi, mais pour cette présentation dans un musée du travail de Hassan Sharif, qui est un article effectivement que j'ai pas inventé, hein, il était adulte et vacciné quand je l'ai rencontré, mais qui était, disons, jusqu'aux années 2010 et jusqu'à la monographie, je vais vous montrer quelques images, organisée à Abu Dhabi en 2011, était un artiste, un home artiste, très respecté de certaines personnes à Dubaï et dans les Émirats, mais qui n'avait pas beaucoup de visibilité internationale. Et ça, évidemment, c'est dû à... Je ne voudrais pas que ça soit pensé uniquement sur le mode du manque ou de quelque chose qui aurait failli. Je pense que c'est dû aussi, ça correspond au procès de formation culturelle de la région. On est dans le Golfe, c'est pas le Moyen-Orient, ça m'agace un peu quand j'entends les gens dire un peu n'importe quoi. Les Émirats, l'Arabie Saoudite, c'est le Golfe, c'est pas le Moyen-Orient, c'est pas du tout la même histoire, c'est pas la même société et ce ne sont pas les mêmes cultures. Le seul point commun étant peut-être, et ça c'est le lot de tout ce qu'on appelle de manière un petit peu lâche le monde arabe, le seul point commun étant peut-être une langue qui, à défaut de se prononcer ou de se parler exactement pareil partout, s'écrit au moins, en tout cas quand on écrit l'arabe presque classique, s'écrit à peu près pareil. Donc juste pour mémoire, quelques images de la première exposition donc, du vivant de Hassan, puisque c'était 2011 et qu'il est décédé en 2016, exposition rétrospective à Abu Dhabi, avec la nuance, et je pense que le titre était honnête, Experiments and Objects, l'exposition s'est concentrée sur deux séquences, deux aspects plus exactement de son travail, et on avait omis les débuts, c'est-à-dire le travail de caricature de ses débuts, et on avait omis évidemment avec son accord et sa complicité, puisque l'espace n'autorisait pas de montrer bien tout son travail et qu'on avait préféré montrer correctement certains éléments. Donc les caricatures avaient été omises, de même que la peinture, la pratique picturale de Hassan Sharif, qui est très intéressante et qui, à ce jour, et ça je le dis sans tiquer parce que c'est malheureusement la vérité, n'a jamais été montrée correctement puisque certaines personnes s'autorisent à prendre un tableau de ci, de là et que l'œuvre picturale de Hassan Sharif, c'est une œuvre extrêmement compulsive, ce sont des cycles, ce sont des séquences, ça s'achève un peu comme les objets, quand il est fatigué, quand il a épuisé le thème et on passe à autre chose. Et si ce n'est pas montré comme tel, c'est-à-dire si on n'a pas la perception de ce côté pneumatique de la peinture, de l'expression, dans tous les sens du terme, hein, parce que c'est de l'expression et de l'expressionnisme, on a complètement loupé le coche et on ne rend pas hommage à ce travail très particulier de Hassan Sharif avec la peinture. Donc je vous montre quelques images. Une œuvre qu'on retrouve ici, qui était à l'entrée. La grande salle centrale avec tout le développement des objets. Idem avec du public, d'autres vitrines avec sur la partie droite des travaux plus récents à l'époque, c'est-à-dire autour des années 2008-2011. Un autre ensemble, un tas, comme il les appelait, de papier, de cylindres roulés, cousus, etc. Une autre vitrine et une séquence des semi-systèmes et des travaux abstraits. Donc j'ai pas beaucoup d'autres. Et je voulais aussi, quand on disait sa première, évidemment, c'est sa première monographie, une fois encore pas rétrospective au sens, il y a quelques séquences qui manquent, mais ce qui n'est pas tout à fait juste, puisque la première présentation du travail de Hassan Sharif à l'étranger, c'était un des artistes que j'avais invité dans ADASH, Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, qui était, parce que quand quelque chose marche aux Émirats, on n'a de cesse de le déconstruire et de faire autre chose, dans Abu Dhabi Authority for Culture and Heritage, qui était, jusqu'à date relativement récente, quelque chose comme le ministère de la Culture des Émirats arabes unis, et qui avait l'insigne intérêt, notamment à Abu Dhabi, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est un petit peu Abu Dhabi-Dubaï, c'est un petit peu Washington-New York. Hein. La capitale politique, c'est Abu Dhabi, et la capitale économique, encore que Abu Dhabi est très riche,
parce qu'il y a plus de pétrole. Mais bon, la capitale économique, l'activité la plus visible, le cosmopolitisme le plus visible aussi, non pas qu'il n'y ait pas beaucoup d'étrangers aussi à Abu Dhabi, mais disons la vitrine cosmopolite la plus visible, destinée à l'étranger, à l'invite aux touristes et aux visiteurs, c'est Dubaï. Donc j'avais invité un certain nombre d'artistes sur cette Adash Platform à Venise en 2009 et j'avais souhaité qu'on présente Hassan Sharif de cette façon. Et l'idée était de transporter à Venise cet espace qui est un élément de son storage qui était dans sa maison à Citois à l'époque, qui est sa réserve, et ça me semblait d'une manière un petit peu évidemment discrète, voire secrète, au moment où on commençait à nous rebattre les oreilles du grand musée du Louvre à Abu Dhabi, de l'arrivée des musées dans cette région, sous-entendu une région dépourvue, inculte, sans rien. Ça me semblait intéressant de signaler, fût-ce de manière un peu clandestine, ce qui me semble, en tout cas au niveau des Émirats arabes unis, le proto-musée légitime, le proto-musée genuine, authentique, le proto-musée pensé, effectué in situ par un artiste qui a su s'inventer une position et qui était ce storage de Hassan Sharif, qui était dans sa maison, la fameuse Flying House, disparue maintenant, une maison qu'il a occupée fin des années 90, allez, pour faire vite 90-2000, et qui était sa résidence, qui était son atelier, qui était son storage, et qui avait à l'arrière, malheureusement je n'ai pas de photo de ça, un musée où il présentait d'une certaine manière certaines séquences de son travail en dialogue avec les œuvres d'artistes de sa génération avec lesquels il a collaboré il collaborait depuis longtemps, notamment Abdullah Al-Saadi, qui a 10 ans de moins que lui, idem avec Mohamed Ahmed Ibrahim, qui commence, lui, à être un peu reconnu, et c'est presque pas son disciple au sens où ce serait un clone, mais entre son fils spirituel et quelqu'un qui a vraiment hérité de la pensée de Hassan Sharif et qui est très conscient du rôle culturel qu'il a eu, et qui est cet autre artiste émirien qui est Mohamed Kassem. Donc je voudrais maintenant, alors ce que je peux faire aussi, puisqu'on est dans les photos et qu'on n'est pas s'embrouiller après, c'est parler de ce livre épuisé malheureusement. Ça c'est dû aussi un problème qu'on a quand on est à Abu Dhabi. Il y a beaucoup d'excitation pour faire des choses, mais après, bon, j'y reviendrai peut-être sur certaines séquences d'œuvres. Il y a beaucoup d'excitation pour faire des choses, je vais peut-être aller en caricature, mais après il n'y a pas de suivi. Donc ce livre, ça a été un travail énorme et qui était fait avec Hassan, donc où il y a beaucoup de choses qu'on a pu discuter, beaucoup de choses ont été choisies en complicité avec son assentiment. Et il me semble que cette monographie mériterait d'être rééditée. Et ça s'est perdu dans les sables du désert, bon, comme pas mal d'autres projets. Donc je voudrais, alors évidemment je n'ai pas d'image de l'exposition que vous avez à quelques mètres ici, et qui est une fois encore un choix effectué. Ça, je l'ai vérifié auprès d'Aurélie parce que je ne me souvenais plus de tous les détails, effectués par le musée de Sharjah et Cheikh Haour Al-Qasimi. C'est une sélection, comme toute sélection, il y a des choses qui me paraissent très importantes, d'autres moins. J'ai des réserves, ça c'est pas une nouveauté, sur les dernières années, notamment les toutes dernières années, pendant lesquelles Hassan est très fatigué, très diminué, et la production n'est pas exactement ce qu'elle était avant. Et j'ai dans l'exposition, et j'en ai parlé avec Aurélie, un petit souci avec justement une peinture qui est présentée solitaire et qui appartient à une séquence qui pour moi fait un tout, qui est une séquence picturale et une installation, qui est Press Conference, qui est un ensemble de 15 tableaux qui ont été faits dans la même séquence, dans le même moment, et qui est une espèce de satire des grandes discussions politico-économiques. En fait, c'est une espèce de board. Et le 15e ou le 16e élément, je ne sais plus, c'est une vache qui a été, sur laquelle on a projeté des pommes et autres projectiles. Donc c'est très grinçant. Le style est extrêmement
expressionniste et caricaturale, et on va voir que la caricature c'est quelque chose de très important dans le travail, dans l'imaginaire et dans la suite du travail de Hassan Sharif. Donc d'abord, je voudrais commencer par donner un peu une idée de la situation et du contexte, parce qu'il est clair que pour Hassan Sharif, comme pour un certain nombre, alors là, ça nous prendrait des heures de commencer à expliciter un peu les questions qui se posent dans l'acte critique d'œuvres contemporaines ou parfois modernes, ce n'est pas les mêmes séquences historiques. Quand on a affaire à des œuvres qui se sont développées dans des espaces géoculturels qui ne sont pas euro-américains, c'est-à-dire la tendance, elle est malheureusement toujours à une espèce de lecture dérivative où on regarde un objet et on a toujours tendance, c'est peut-être inévitable, mais je pense quand même qu'avec une certaine discipline, une certaine méthode et avec du travail, on peut arriver à déconstruire ça. Donc lecture dérivative qui est de toujours comparer à une œuvre ou un genre ou une séquence qu'on connaît dans la tradition moderne euro-américaine. Donc je ne vais pas, parce que des exemples, je pourrais vous tenir 3 heures avec des exemples que j'ai eus au cours de ma longue vie, mais enfin pas plus tard que ces dernières semaines. Je présentais Bagyong-So, dont j'ai assumé le commissariat avec mon excellente collègue de Hong Kong, Yin Ker. Bagyong-So est un artiste birman, génération avant celle de Hassan Sharif, et où je montrais des bouddhas extrêmement complexes, avec des écritures, avec des... Bon. Et quelqu'un me disait « Ah, ça c'est Fluxus ». Voilà. Non, ce n'est pas Fluxus du tout. Enfin bref. Donc je pense que dans le cas de Hassan Sharif, c'est très important de restituer l'inscription, l'invention culturelle dans son contexte qui est tout à fait particulier. Donc c'est une œuvre qui commence, disons, au début des années 70 à Dubaï et qui longtemps va être connue d'un cercle très restreint, je ne vais même pas dire de spectateurs ou de visiteurs, c'est un cercle très restreint, un tout petit groupe d'amis, écrivains, poètes, copains, amis de bar, parce que ça aussi c'est dans la très longue analyse et des constructions que je pourrais faire du Golfe, des sociétés du Golfe et des Émirats arabes unis, entre autres, et bon, et cet aspect de la vie de Hassan Sharif. C'est un homme qui aimait beaucoup l'alcool, qui ne s'en privait pas, qui est entouré d'amis qu'il aimait aussi, dans une société et un ordre politique qui l'interdit. Donc on n'a pas besoin d'une grande imagination pour penser un peu à tous les désordres que ça peut créer. Donc quand je vous dis des amis de bar, vous pourriez penser mais elle est complètement folle, l'alcool est interdit. Ben oui, c'est interdit, mais on boit beaucoup. Donc des amis de bar où on se retrouvait dans le studio, etc. Et pas plus de résonance que ça. Et donc on est passé de ce statut à ce moment des années, ou à partir des années 2000, Hassan Sharif, à travers une série de phénomènes que je vais essayer de décrire, est passé à une plus grande visibilité. Et on pourrait dire qu'aujourd'hui, son œuvre bénéficie d'un engouement du marché de l'art pour l'art arabe contemporain, qui est aussi une catégorie extrêmement problématique parce que c'est une catégorie marchande, c'est une catégorie presque idéologique qui est extrêmement simpliste et simplifiante, et on a assez peu de notions des œuvres discrètes. C'est comme en mathématiques, une par une, avec toute la spécificité, la complexité, et que très souvent, justement parce que les gens n'ont pas accès ou ne se donnent pas le temps ou n'ont pas la curiosité d'essayer de comprendre des propositions formelles, des iconographies particulières, des arrangements singuliers à partir d'un espace culturel qu'il faut évidemment, il faut essayer de se familiariser, et ont toujours tendance à rapporter sur le déjà là, déjà connu. Et bien il se passe, ça vaut pour le monde arabe, ça vaut pour la Chine, ça vaut pour beaucoup d'espaces géoculturels non euro-américains. Il se passe que ce sont malheureusement très souvent les artistes les plus clichés, les plus qui simplifient, etc., qui sont gardés au détriment d'artistes plus résistants, plus bizarres, plus déconcertants, plus dérangeants aussi parfois, et qui ne passent pas qui restent dans la passoire, quoi. Ça ne passe pas.
dans tous les sens du terme. Donc, s'agissant de Hassan Sharif, il est clair que à partir du moment où il est arrivé dans des contextes hors des Émirats, moi, les commentaires que j'ai entendus et que je continue à entendre, hein, conceptuels, minimalistes, arte povera, alors que bon, on pourrait dire qu'il fait le contraire de l'arte povera. L'arte povera essaie de déconstruire et lui essaie de reconstruire, de s'accrocher à quelque chose. Bon, passons. Mais il me semble que ces interprétations, ces assimilations un peu brutales, qui parfois d'ailleurs ont des conséquences assez fâcheuses dans la monstration de ses œuvres, ne sont pas suffisantes si on veut comprendre son œuvre et à travers son œuvre, derrière son œuvre, les potentiels, parce qu'il n'est pas tout seul dans cette région. Il me semble qu'il y a quelques, pas tant que ça, mais il y a quelques artistes qui seraient absolument éligibles à une reconnaissance plus large et qui ont proposé des configurations formelles, des images, des articulations inédites extrêmement intéressantes. Donc, d'une certaine façon, dans ce contexte que j'ai essayé d'écrire, la reconnaissance tardive du travail de Hassan Sharif ne va pas sans paradoxe, ni malentendu, dans la perception, qu'elle soit locale ou internationale, et paradoxe, donc, la perception des formes et des enjeux d'une œuvre développée dans l'espace et des conditions politiques, sociales, économiques et culturelles spécifiques de la région du Golfe, et plus particulièrement de Dubaï et des Émirats dans les 40 dernières années. Ainsi, bon, ça, pourquoi paradoxal, certains Émiriens jugeront son œuvre, et ça je l'ai entendu très souvent, non représentative. Ce n'est pas nous, ce n'est pas une œuvre arabe, ce n'est pas une bonne idée de présenter ça à l'étranger. Je peux vous dire que j'ai dû pas mal ferrailler pour non seulement l'emmener à Venise en 2009 et puis ensuite imposer une monographie alors qu'on vous avez envie de faire, je ne vais pas dire m'imposer parce que ce serait bien le premier qui m'aura imposé une exposition, mais ils étaient plutôt tentés de montrer un artiste que je ne nommerai pas par grandeur d'âme, qui fait des chevaux affolés sur les murs et sur les plafonds, et qu'il n'était pas question d'emmener ça, de présenter ça. Donc, certains Émiriens jugeront son œuvre non représentative de la production régionale, d'un côté, tandis que bien des amateurs occidentaux assimileront hâtivement son travail à des œuvres modernes et contemporaines qu'ils connaissent. Donc, ce que j'ai dit tout à l'heure, un minimal conceptuel, arte povera. J'ai même entendu, ça ressemble à de l'art africain. Bon, alors, je veux bien, avec quelqu'un de sérieux, commencer à creuser du côté des matérialités et de l'articulation entre des matérialités, des vécus, des mémoires, des mémoires d'objets, mais aussi des mémoires du corps, des mémoires du travail de la main, mais à condition qu'on soit sérieux, et pas uniquement parce qu'il y a des couleurs, parce qu'il n'y a pas que les Africains et Hassan Sharif qui utilisent les couleurs et les couleurs vives. Donc, une fois encore, dans des rapports d'emprunt, ce que j'appelle les lectures dérivatives, immédiats et superficiellement établis, prendront le pas sur l'analyse formelle, historique et philosophique du travail, de ses conditions de formation et ses enjeux. Parce qu'évidemment, il y a des enjeux, et c'est sans doute la grandeur de Hassan Sharif qui aurait pu vivre ces conditions, aurait pu encourager un repli sur soi, une paranoïa ou que sais-je. Et je pense que la grandeur de l'homme et de son travail a été de ne jamais perdre de question les enjeux, c'est-à-dire ce qu'on est en train de proposer, ça a il y a un potentiel, il y a éventuellement des conséquences, enfin il y a une ouverture philosophique, culturelle, politique, etc., à laquelle il a toujours été extrêmement fidèle et en sachant très bien ce qu'il faisait. Donc, alors si Hassan Sharif, là on va arriver aussi le contexte, est aujourd'hui, parce qu'on en a des paradoxes, est aujourd'hui considéré par certains comme le père de l'art moderne aux Émirats, c'est sans doute en regard d'une expérience et d'une activité artistique pionnière développée dans, ou plus exactement en marge, et moi j'ajoute aujourd'hui et parfois contre, une société où les conditions de production et de visibilité d'un art moderne, c'est-à-dire qu'est-ce qui constitue l'art moderne, bien sûr. Premièrement, ce sont des œuvres, ce sont des artistes, mais l'art moderne, ça existe aussi à partir des institutions, des écoles, des musées, des galeries, des espaces publics de présentation et de débat,
qui ne sont pas forcément des musées d'ailleurs. L'artiste que je présente en ce moment à Pompidou, Bagyongso, n'a eu comme espace, enfin, mais quel espace public? A eu l'espace public du magazine illustré, de la revue, et moyennant quoi, il est sans doute l'artiste, la présence culturelle et esthétique la plus respectée et la plus mémorisée de la Birmanie contemporaine. Donc, plus exactement, contre une société où les conditions de production et de visibilité d'un art moderne, institutions, écoles d'art et musées, espaces publics de présentation et de débat, audience, n'étaient pas encore réunies, ni même, on pourrait dire, constituées. Une audience, ça se constitue. L'audience de Hassan Sharif, c'est quoi? Ce sont les amis poètes, artistes, les copains de bar que j'ai mentionnés. Et puis, ça sera un petit peu plus tard, quand il va ouvrir son atelier, c'est pas une école, mais atelier... point de rencontre, qui voulait venait et pouvait s'exercer, et travailler, discuter avec lui, ça va être ça l'audience. Donc vous conviendrez avec moi qu'on n'est pas dans l'audience moderne ou moderniste traditionnelle. Alors, il appartient en effet, donc Hassan Sharif appartient en effet. Alors oui, je voulais ajouter aussi, parce que ça, je n'avais pas pu l'écrire à l'époque, puisque le livre paraissait aux Émirats, en tout cas devait être aussi aux Émirats. Je ne pense pas qu'il l'ait beaucoup lu, mais enfin quand même, je ne pouvais pas le mentionner. Le père, maintenant, le grand artiste moderne des Émirats, est en fait, alors on avait écrit pudiquement vie et travail à Dubaï, parce que moi je n'aime pas mentir, je comprends la diplomatie, je comprends les arrangements, mais je n'aime pas mentir. Donc j'avais refusé d'écrire « né à Dubaï » parce que ce n'est pas vrai, et que Hassan Sharif, comme un certain nombre d'émiriens et de non-émiriens, mais vivant aux Émirats depuis longtemps, ça veut dire qu'aux Émirats, c'est très compliqué d'avoir la nationalité si vous n'êtes pas né émirien. Et j'en viens au cas de Hassan, qui une fois encore n'est pas singulier. Il y a une communauté de personnes qui sont dans le même cas que lui, est en fait né à Bandar Lange, au sud de l'Iran, et il fait partie de ces communautés sunnites, mon Dieu, du sud de l'Iran, qui sont venus à différents moments. Le sud de l'Iran et toute cette part de la mer intérieure est extrêmement... Les gens voyagent depuis très longtemps, ce sont des populations extrêmement... déjà, comment est-ce qu'on peut dire, mélangés. Il y a des Baloutches, il y a des Iraniens de très différentes origines. Et donc, Hassan Sharif est né au sud de l'Iran et son père est venu, enfin faisait comme beaucoup d'Iraniens de cette région, faisait des allers-retours, c'est pas loin, avec Dubaï pour travailler. C'était des emplois plus ou moins... saisonnier. Le père de Hassan était pâtissier et il avait des commandes régulières et il se trouve qu'il avait fait des gâteaux, je ne me sais plus si le consulat, l'ambassade du Canada, peu importe. Ces gâteaux avaient été appréciés, il avait été appelé, rappelé, et il y a eu un moment où il a décidé de venir, il s'est installé, puis après il a fait venir sa femme et ses enfants, dont Hassan. Hassan, né en 51, est arrivé, je n'ai plus la date exacte, mais est arrivé à Dubaï, extrême fin années 50 ou la première 60-61. Voilà. Et alors, ce que je veux dire aussi, c'est que jusqu'à un certain moment, c'est-à-dire sans doute le début des années 70, il y a eu des possibilités, des politiques d'émiratisation, c'est-à-dire que ces newcomers, ça vaut pour beaucoup d'Indiens aussi, et puis c'est quand vous êtes avec des Émiriens relativement aisés et parfois très riches, les tikouns de Dubaï, vous avez des familles indiennes qui sont maintenant indo-émiriennes. Enfin, l'origine, vous regardez les noms, vous regardez l'histoire des familles, ce sont des Indiens. Donc, ils sont arrivés, certains, bien avant que les Émirats arabes unis deviennent une nation. Il y a eu vraiment Dubaï, il ne faut pas oublier, c'est une ville-État, c'est une ville commerciale très importante. Et donc, vous avez ces constituants de la société émirienne qui sont émiratisés jusqu'à 1970, et puis après, ça va se réduire, on n'émiratise plus, et ça veut dire que si vous êtes né après et que vous n'avez pas de parents émiriens, vous n'êtes rien, et pour certains Iraniens,
du sud de l'Iran. Ce sont des situations très compliquées. J'en parle parce qu'il n'y en a pas qu'un. C'est des choses dont on parle assez peu, mais c'est très visible à Dubaï, en tout cas quand on sort des grands hôtels et qu'on passe pas sa vie dans les cocktails. Si on circule un peu dans la ville, il y en a beaucoup. Et en fait, ce sont des gens qui sont dans une situation très compliquée, où ils sont nénis, c'est-à-dire ils ne peuvent pas retourner en Iran parce que ou bien ils ne sont pas nés, ou bien ils sont absents depuis trop longtemps, et ils ne sont pas émiriens. Donc il y a plein de droits qu'ils n'ont pas. Et comment est-ce qu'ils survivent? Ils survivent à travers quelque chose qui ressemble à une entraide communautaire. Et je disais, on parlait tout à l'heure, que quand j'étais chez Hassan Sharif, il n'y avait pas, si on avait besoin de commander de la nourriture, de faire laver une voiture ou de prestations X ou Y, hormis ces 2 assistants qui étaient pakistanais, tous les services étaient fournis par ces gens qui n'étaient des demi-citoyens, quoi, ou des pas tout à fait citoyens. Je ne sais pas, c'est très compliqué les histoires de citoyenneté dans la région, et j'ai des amis beaucoup plus connaisseurs de la situation, donc je vais m'arrêter là-dessus. Bref, donc il appartient en effet à la génération des Émiriens qui ont eu 20 ans au moment de la création de l'État. Donc les Émirats arabes unis sont créés en 1971, et la création de l'État, ça fait suite notamment donc la fin du moment colonial, création de l'État, à travers la figure, parce que j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui ne parlait que des émirs actuels, mais enfin la grande figure, et c'était un grand bonhomme, le fondateur, c'est Cheikh Zayed, et Cheikh Zayed qui était un chef bédouin et qui avait déjà commencé à faire en sorte que les tribus se rapprochent de la côte, se rapprochent de la mer, commence à s'organiser dans quelque chose qui ressemblait à un campement, mais un début de ville, parce qu'il avait compris que rester dans le désert, c'était la mort à moyen ou long terme. Bon. Et Cheikh Zayed, qui a fait venir, parce c'était un homme extrêmement, qui n'était pas allé à l'université, hein, et je ne suis pas sûre, je ne veux pas dire des bêtises, mais je ne suis pas sûre que Cheikh Zayed ait su lire. Ce qui ne l'a pas empêché d'être très informé, et notamment de faire venir à Abu Dhabi un formidable architecte, très peu connu en dehors du monde arabe, parce qu'il est resté dans des cercles extrêmement particuliers, Arabie Saoudite, les villes saintes, etc. C'est Abderrahman Maklouf, que j'ai bien connu, qui doit avoir 95 ans maintenant, et qui a vraiment, avec Cheikh Zayed, parce qu'on voit des photos d'ailleurs que j'ai bagarrées pour pouvoir les publier, puisque, une fois encore, les temps changent, et pas souvent en bien. À l'époque, ça ne choquait personne de voir un cheikh assis presque sur les genoux de l'architecte, vautré sur lui, en train de regarder un plan sur un vieux fauteuil, et avec les pieds nus. Et aujourd'hui, ce n'est pas très bien vu dans les Émirats très chics que vous connaissez, de voir un cheikh, le père fondateur de la nation, pieds nus et côte à côte, égal avec l'architecte. Mais quel architecte? Maklouf. Donc c'est Abderrahman Maklouf qui va construire ce qu'on appelle, alors vraiment c'est un peu ironique, mais il y a un moment, il faut, si on est précis, moi ça ne me choque pas qu'on parle du vieux Dubaï, et du vieux, encore plus du vieil Abu Dhabi. Évidemment, ça fait rire un Italien qui a 1500 ans de culture, ça les fait rire, les urbanistes. Mais moi, je sais très bien, quand je suis dans la ville, où est la vieille, où est la nouvelle, et notamment ce vieil Abu Dhabi qui est construit, en fait, si on reste dans cet espace avec le grand axe central et puis les rues annexes, sur le modèle de la ville Jardin, la cité Jardin, et des axiales qui ressemblent beaucoup, les prototypes de bâtiments aussi, moyennement élevés, 3-4 étages, des espèces de blocs géométriques propres, sans grande imagination, très répétitifs. Ça, c'est vraiment, si vous avez des gros plans, c'est la ville arabe des années 60-70. Bon, c'est ça que Maklouf a construit avec Cheikh Zayed. Et donc, quand les Émirats sont créés en 71, on a un État, on a le pétrole, donc qui va tout d'un coup générer une économie extrêmement prospère, avec tout ce qui s'ensuit, tous les gens qui doivent venir travailler, ceux qui sont là aujourd'hui, les travailleurs étrangers en moindre nombre à l'époque, mais il y en avait déjà, mais aussi, on en parle moins, et ça c'est ce qui va créer la culture du pétrole. C'est-à-dire ces gens, notamment beaucoup de Libanais, dans les postes de haute technicité, d'administration, les Libanais et un peu moins les Égyptiens,
qui vont être absolument, moi si je dois parler de la culture aux Émirats dans les années, de la fin des années 50, comment ça s'agitait autour du pétrole, jusque les années 80, il y a évidemment beaucoup de participation libanaise, égyptienne plus, parce qu'il y a quelque part un rapport aux religieux, une société un petit peu moins complexe que la société libanaise, qui s'adapte mieux, disons, à la situation sociale et politique des Émirats à l'époque. Et donc, on n'est pas dans une béance, il n'y a pas rien. Voilà. C'est pour ça que ça m'agace quand les gens disent il n'y a pas rien, il y a un moment, et c'est dans ce moment que Hassan Sharif donc, il va aller à l'école, il va commencer à s'intéresser, il a toujours beaucoup dessiné, et puis très vite, très jeune, il va faire des dessins qui vont être appréciés d'un certain nombre de personnes, et il va se consacrer à la caricature. Donc il ne va pas faire une caricature chaque fin de semaine ou pour s'amuser, il va devenir un caricaturiste extrêmement demandé, extrêmement percutant. Alors quand je dis que les choses parfois changent et pas toujours en bien, et s'avère quand on... Et moi je les ai presque toutes regardées avec lui, puisqu'évidemment, comme malheureusement je comprends un tout petit, je crois, un tout petit peu d'arabe, mais je ne le lis pas, j'avais vraiment besoin d'avoir Hassan à côté de moi qui me traduisait les légendes, et la réalité crue, c'est que à l'époque, on pouvait faire des caricatures et des commentaires beaucoup plus pointus, beaucoup plus acides que ça ne serait toléré aujourd'hui. Donc, pendant un certain nombre d'années, Hassan Sharif est un caricaturiste. Vraiment, un grand avenir s'ouvre à lui, puisqu'il est dans toutes les publications importantes, les grands journaux de Dubaï et d'autres Émirats. Et il va en parallèle pratiquer la peinture, le dessin, et puis il va avoir en 79, donc il ne va pas dans une école d'art, il bricole un peu avec des copains, en 79, il va avoir une bourse pour aller étudier à Londres, et il va rester 5 ans, c'est-à-dire la fin de Londres, c'est 84, mais c'est parfois un petit peu trompeur parce que ce n'est pas sur le mode il part à Londres, il reste à Londres pendant les 5 ans. Il y aura des allers-retours puisqu'il est très attaché à sa famille, il est très attaché à un certain lifestyle, un certain rythme de Dubaï, de l'époque, ce n'était pas le rythme d'aujourd'hui, et donc il va, quand il le peut, il rentre régulièrement chez lui, et il fait des choses avec des artistes, il participe à certains événements et un certain nombre de travaux, on va y venir, qui font de l'ordre de la performance, de l'expérimentation un peu tous azimuts, vont être produits tant à Londres que quand il rentre à Dubaï. Alors à Dubaï, c'est où? C'est pas dans une école d'art prestigieuse, c'est dans le désert, c'est dans la rue, c'est sur la place, puisqu'à l'époque, il y a beaucoup moins d'agitation qu'aujourd'hui, et c'est tout à fait possible. Donc, il va se retrouver à Londres, et parce que je ne voulais pas vous dire des bêtises, c'est toujours compliqué. Donc il va aller successivement dans 2 écoles, l'une qui est le Warwickshire College Royal Leamington Spa, qui est en dehors de Londres, puis, et là plus durablement, à la Biamshaw School of Art de Londres. Et ce sont des noms, évidemment, ce n'est pas le Courtauld ou d'autres institutions plus connues. Et c'est très intéressant parce que quand vous voyez des photos, ça c'en est une de l'époque, vous voyez bien, quand vous regardez attentivement les visages des jeunes artistes, qu'on est dans une école qui accueille plutôt des artistes du Commonwealth, c'est-à-dire des artistes qui viennent des colonies, qu'elles soient encore actives ou qu'elles soient des ex-colonies, de l'Empire britannique, l'Asie, certains pays arabes, certains pays africains, etc. Donc c'est là qu'il va étudier. Alors là aussi, ce serait un très long travail, mais il me semble important, parce que quand on dit Londres ou New York, les gens s'imaginent que les artistes arrivent, et des fois de circonstances extrêmement différentes. Il y a ce qu'on appelle l'adaptation, il y a ce qu'on appelle la langue. Ils arrivent et tout de suite ils adhèrent aux tendances les plus
hype du moment, à l'artiste en vue, ils vont regarder exactement ce que le critique de New Yorker a aimé, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Les artistes vont là où ils peuvent, selon les goûts de chacun, selon l'organisation, selon les moyens de locomotion, les moyens de sociabilité, etc. Et on s'aperçoit, quand on est là, j'ai fait l'expérience avec une collègue qui a beaucoup travaillé sur les artistes pakistanais à Londres dans les années 70, et en fait, en travaillant finement sur les diaries, leurs journaux, les échanges entre eux, les courriers, les lettres, etc., qu'en fait, quand on regardait où ils avaient exposé, mais où avaient-ils exposé? Ils avaient exposé au premier étage d'un Indian restaurant, ils avaient exposé dans un centre communautaire. Donc la question, ce n'est pas de dire, de faire de la hiérarchie, de dire oh, ben ça ne compte pas. Ce qui importe, c'est de voir qu'il y a des espaces et des conditions de visibilité qui sont extrêmement feuilletées et différentes. Et d'une certaine manière, le groupe d'artistes avec qui qu'on voit, là, avec lesquels on voit Hassan Sharif sur la photo, c'est en fait des artistes qui correspondent à ce qui va être présenté justement à Londres en 89, cette exposition vraiment historique, très importante, réalisée par Jean, je ne me souviens plus son nom de famille, et Rachid Arain, qui est un artiste britannique d'origine, enfin qui est pakistanais avec un passeport, parce que l'origine, ça me paraît toujours un peu bizarre. Il est né au Pakistan, il a une culture pakistanaise et il a un passeport british, donc il a les deux cultures d'une certaine façon. C'est un homme tout autant anglais maintenant que pakistanais, mais enfin, il n'est pas d'origine, il est pakistanais. Quand vous êtes né indien, vous n'êtes pas d'origine, vous êtes indien, anglais, anglo-indien, mais vous n'allez, ça dit. Bon, bref. J'ai fait un peu, parce qu'on a tellement l'habitude maintenant d'utiliser des clichés, des mots, on ne s'interroge même plus sur ce qu'ils véhiculent, et surtout pour les temps qui courent, il faut faire un petit peu attention. Donc, exposition organisée par Jean, je n'arrive pas à me souvenir son nom, bref, elle est décédée il n'y a pas très longtemps, c'était une excellente historienne et critique d'art qui s'est beaucoup intéressée aux artistes non euro-américains qui ont vécu et travaillé à Londres, très proche de le copain d'Elio Tissika. J'ai vu qu'on lui rendait hommage ce soir, je ne sais plus où. Guy Brett, très proche de Guy Brett, entre autres. Et l'exposition s'appelait The Other Story, l'autre histoire, Afro-Asian Artist in Post-War Britain. Artiste afro-asiatique dans la Grande-Bretagne d'après-guerre. Et là, c'est très intéressant parce que si on creuse un peu, on va voir que les références de ces artistes, les endroits où ils vont montrer leur travail, ne sont pas forcément les 2 ou 3 endroits dont on nous parle tout le temps et que c'est pas pour ça que ces artistes n'existent pas, c'est pas pour ça qu'ils ne travaillent pas, ils sont commentés éventuellement par d'autres critiques que ceux du... En l'occurrence, à Londres, ce n'est pas le New York Times, c'est le Times, et que tout ça, je pense que, heureusement, un certain nombre de chercheurs commencent à s'intéresser de près à ces conditions. Donc, dans ces écoles, il va y avoir 2 enseignants, une fois encore, quand on les mentionne, ce n'est pas les noms les plus connus, mais qui ont été très, très importants dans la formation de 2 générations d'artistes, qui sont Time Giles et Jerry Hunt. Et Hassan Sharif s'intéressera particulièrement à la tradition constructive et expérimentale de l'art anglais d'après-guerre. C'est-à-dire qu'une fois encore, si on était totalement synchrone au moment où il est à Londres, ça va être plutôt le pop, le pop, presque le post-pop, l'après Richard Hamilton, etc. Mais les artistes de l'immédiat après-guerre, c'est-à-dire les constructivistes anglais, sont toujours actifs. Ils ne sont pas morts, ils sont même bien en vie, ou même pas au mi-temps de leur vie, et que c'est une autre scène, et qu'un auteur comme Guy Brett, justement, a fait le lien entre ces différentes générations, au point que Oiticica n'est pas non plus, Elio Oiticica, le très grand artiste brésilien, n'est pas incompatible, puisqu'il est aussi de tradition constructive. Pas anglaise, la sienne, plutôt Mondriano, mais bon, un constructif aussi. Et parmi ces artistes, notamment 2 ont eu une très belle exposition chez Annie Judah il y a quelques années, Kenneth et Mary Martin, qui sont des artistes qui ont produit beaucoup de dessins abstraits, et plus qu'abstraits, il faudrait être plus précis, des artistes très intéressés par le schéma, les systèmes. Ça va beaucoup intriguer, intéresser, motiver Hassan Sharif, mais aussi un auteur comme Michael Kidner, qui est un artiste de Op Art et un théoricien, ou Brian Lotte. Donc ce sont des artistes que ce n'est pas forcément les premiers noms parce qu'on apprend en premier ce qu'on repère, mais vous allez online, vous allez dans les archives de la tête, ce sont des artistes qui étaient très présents au moment où Hassan Sharif était en Angleterre et qui étaient très présents dans le segment de la Beam School.
Donc, là, s'il n'avait pu connaître à Dubaï que les œuvres de quelques icônes de l'art moderne, alors ça fait rire, mais c'est la vérité, avant 79, Van Gogh, Cézanne, Picasso, évidemment tout ça sous forme de reproduction de livres et pas d'originaux, donc reproduit dans les rares livres d'art disponibles en anglais. Il a désormais accès, et simultanément, ça aussi je pense que c'est très important pour la formation d'artistes non euro-américains qui arrivent comme ça tout d'un coup, c'est qu'il y a plusieurs séquences qui arrivent en même temps, qu'ils doivent se familiariser, assimiler, faire des choix, opérer des rapprochements, et que ça, c'est évidemment des dynamiques culturelles extrêmement complexes qu'on ne peut pas réduire aux dérivatifs. Il a copié, il a regardé, il a fait du Paul Klee, ou c'est pas sérieux de continuer à regarder les œuvres comme ça. Donc il a désormais accès, et simultanément, comme beaucoup de jeunes artistes originaires du Commonwealth, pour les raisons que j'ai dites, qu'il rencontre à l'école et ont fait comme lui le voyage vers l'Europe, à l'héritage moderniste et à l'art contemporain, et qu'il va avoir les deux en même temps, c'est-à-dire l'héritage moderniste, c'est en gros les artistes modernes depuis les débuts du XXe, et l'art contemporain, c'est-à-dire les artistes qui ont le même âge que lui et qui produisent des choses différentes. C'est essentiellement, donc là on est dans l'art contemporain, l'art conceptuel européen et américain des années 60-70 qui nourrit sa réflexion et inspire les premiers travaux structurés autour d'actions banales et prosaïques qu'il réalise. Alors ces actions, une fois encore à Londres, mais aussi bien dans les moments où il est de retour à Dubaï, donc ça peut être imprimer l'empreinte de son pouce sur une grande feuille de papier, c'est une œuvre qui s'appelle Fingerprint de 79, ça peut être mesurer, tape measure, mesurer tout un tas d'espaces, etc. Lire un poème, 83, laver des espaces, il y a un travail qui s'appelle Washing Corridor, et il y en a comme ça beaucoup, vous en avez un certain nombre dans l'exposition, mais il y en a un très grand nombre, et ces œuvres ont survécu, oui, ce sont des œuvres, mais j'aime pas beaucoup la notion d'œuvre, parce que très souvent, on n'est pas très loin de stratégie d'instrumentalisation. Donc je dirais les expériences esthétiques qu'il va faire à ce moment vont en fait exister à travers des photos, alors des photos qui sont prises par les copains qui assistent, les artistes, les rares visiteurs ou amis invités, et ces photos rentreront avec lui à Dubaï quand il rentrera définitivement en 84. Il y aura des négatifs et puis des photos qui ont été développées, et beaucoup plus tard, et je pense parce qu'il va être requis par d'autres question à Dubaï, beaucoup plus tard, c'est-à-dire à partir de 2006, il va reprendre toute cette archive expérimentale de Londres et un peu de Dubaï, et il va les monter sur des grands panneaux cartonnés avec des titres, des titres qui sont, comme il est souvent d'usage pour ce genre de pratique, des explicitations des différentes opérations à l'œuvre dans la performance ou l'action. C'est peu des actions que des performances d'ailleurs. Bon. Donc ces travaux, dont il conserve les notes, parce que c'est comme ça qu'on peut vérifier des choses, les croquis préparatoires et les enregistrements photographiques sont classés en experiments et performances. Alors, vous me direz, parfois, ce n'est pas évident le passage de l'un à l'autre, mais pour lui, c'était relativement clair, qu'il développera à Londres, mais aussi à Dubaï. Il y a notamment les très fameuses expériences dans le désert de Hatta, qui est très proche, à quelques dizaines de kilomètres de Dubaï. Et donc, il est dans le désert lors de ses visites régulières pendant les congés académiques et à son retour définitif en 84. Les documents, dont certains ont disparu dans les aléas des voyages et des déménagements successifs, seront archivés et montés ultérieurement en séquence, restituant le concept. C'est ça qui est important, il n'a pas fait n'importe comment, restituant le concept et le déroulement des actions sur des panneaux de carton. Alors ça, c'est important parce que ce n'est pas la même chose de monter tout de suite dans l'acte et puis d'avoir un travail qui est rétroactif, c'est-à-dire qu'en 2006, il a eu le temps de regarder de nouveau son archive, de repenser à ce qu'il a fait, et c'est toujours rétroactif, il a pensé à partir du moment où il était en 2006. D'où l'apparence, la formalisation de ces panneaux. Un autre corpus significatif du début des années 80 est constitué des travaux systémiques au sens strict qu'il appelle les semi-systems. Et là, on entre dans des choses à la fois très simples et très compliquées, basées sur le choix arbitraire de systèmes de chiffres, de lettres de l'alphabet,
de couleurs et directives diverses qui définissent les règles d'un jeu et d'une méthode. Donc les règles du jeu, par définition, toute personne peut les donner, il faut les énoncer et, autant que faire se peut, les respecter. Les schémas produits en suivant ces règles sont des études qui aboutissent éventuellement à la réalisation d'une série de dessins ou de peintures géométriques. Une fois encore, vous en avez une belle section dans l'exposition. Les erreurs, et c'est là où ça devient très intéressant, les erreurs qui peuvent apparaître dans l'exécution résultant de l'inattention provoquée par la fatigue ou l'ennui. On va retrouver les mêmes éléments dans le travail des objets. Donc, les erreurs qui peuvent apparaître dans l'exécution résultant de l'inattention provoquée par la fatigue ou l'ennui sont conservées et signalées et font partie du procès. Alors ça, il n'est pas le seul à avoir travaillé comme ça, mais évidemment tout de suite on voit bien que son intérêt, son propos, ce n'est pas l'espèce d'hypnose systémique. Donc on se lance jusqu'à ce que, voilà, on est dans le système du système du système. Il y a évidemment, on voit très bien, et il va pousser le bouchon beaucoup plus loin, que d'emblée, il y a quelque chose, un frottement, voire un antagonisme entre le systémique et ce qui freine, ce qui frotte de la résistance d'un sujet. Un sujet, il s'ennuie, il est fatigué, il est démotivé, il va faire une faute d'inattention, il va faire dérailler le système. Donc je pense que Pfaff, évidemment, il était tout à fait conscient de ces éléments, tellement conscient qu'il va presque les théoriser. En tout cas, il y a quelques commentaires extrêmement précis de Hasan Sharif sur cette question. Ces accidents, donc, qui viennent perturber et interrompre la production et la volonté sérielle, et les mots qu'il emploie sont clairs, boring, recurrent and endless, ça pourrait durer jusqu'à un moment, sont en effet les marques de l'inconscient et du surgissement d'une subjectivité irréductible au programme, qu'il soit industriel ou idéologique. Et ça, je pense que c'est vraiment un élément fondamental du travail de Hasan Sharif, et je suis assez peu intéressée par des lectures qui tendraient à comparer ces géométrisations, ces procédures systémiques à tel ou tel artiste tchèque ou hongrois ou je ne sais quoi des années 30. Je pense que ce n'est pas la question. Ce qui me conforte dans cette position, c'est une discussion suivie d'une courte conférence, mais formidable, à Venise, d'une collègue, Mari Carmen Ramirez, qui est une très grande spécialiste du moderne sud-américain, qui a beaucoup travaillé sur un grand nombre d'artistes, dont Leon Ferrari, notamment les dessins et les graphismes de Leon Ferrari, et qui fait beaucoup interroger sur l'utilisation par beaucoup, alors il n'y a pas que les latino-américains, mais parmi les latinos, beaucoup d'utilisation de procédures systémiques et de géométrie. Et elle est arrivée à une conclusion, quand on est un chercheur, c'est toujours des conclusions provisoires, mais disons un élément d'analyse que je trouve extrêmement juicy, comme on dit en anglais, très très intéressant et avec beaucoup de potentiel, où son analyse fait que dans des situations où on est moderne évidemment, mais on est toujours mis dans des situations de modernité, alors périphériques, différées, soumis à des lectures, comme je disais tout à l'heure, hein, qui sont... on est toujours comparé, quand on est heureux, quand on ne vous dit pas que vous copiez. En fait, l'utilisation de la géométrie, ça vous extrait de la question de la chronologie. Parce qu'un carré, personne, il n'y a pas de critère normatif qui vous autorise et qui vous permet de le dater de 1915, de 1930 ou de plus tard. Et évidemment, moi, ça m'a rappelé des discussions assez vives parfois avec des gens qui venaient voir la rétrospective d'Elio Oiticica que j'avais organisée au Jeu de Paume il y a fort longtemps. Elio Oiticica, qui est un artiste brésilien génial, qui a complètement repensé la tradition constructive européenne au Brésil en l'articulant avec la tradition constructive des années 50 de son pays, et qui a quelque part réinventé Mondrian dans la favela. Et j'avais des gens qui me disaient « Ah, c'est très beau, les monochromes sont formidables, les couleurs sont très belles, mais nous, alors j'ai jamais compris qui était le nous,
on a déjà fait ça dans les années 20 ou 30. Et je pense que ça, c'est une vraie question aujourd'hui il faut trouver des stratégies d'historisation un peu plus fines. Et d'où cette possible stratégie d'artistes issus de modernité, je dirais même carrément de tradition moderne non euro-américaine, cette stratégie d'utilisation de l'abstraction est évidemment très intéressante et je pense que Hassan Sharif s'inscrit parfaitement dans cette dynamique. Donc, alors, bon, histoire industrielle, oui, je vais revenir parce qu'avec les objets, ça va être la même histoire qui sous-tend. Donc, le paradigme critique construit dans ces années est énoncé en ces termes. Et là, ce sont les termes de Hassan Sharif. Alors, je cite en anglais, puisque j'avais dû faire mon texte en anglais et que c'est la première fois que j'utilise mon texte français depuis longtemps et que pour aider le traducteur, j'avais envoyé évidemment le texte de Hassan. I resorted to the idea of redundant repetition in producing art. I would continuously engage myself in boring, recurring and endless activities, a feature that would become a signature of my artwork since 1982, its underlying purpose. peut difficilement être plus clair. Despite the fact that my works are based on a sequential industrial mode of creativity, they also demolish the sequential autonomy of an industrial product. I inject my works with a realism that exposes the socio-political economic monster, allowing people a chance to recognize the danger of overindulgence in this form of negative consumption. Donc c'est quand même assez clair. Donc ce paradigme est encore plus visiblement à l'œuvre dans les mixed media, c'est-à-dire ce qu'il a. Alors là aussi, en relisant mon texte, en regardant le catalogue ces derniers jours, le livre, je me disais, en fait, là c'est aussi très proche de Elio Itzika, et sans doute pas par hasard, cette précision de la terminologie, c'est-à-dire ce besoin de l'artiste à un certain moment d'utiliser, de catégoriser, mais lui, sa production en trouvant des, comment est-ce qu'on peut dire, des catégories. Et qui relèvent de quoi? Donc, dans les mix médias, ce sont les books and boxes. Vous allez voir qu'il y en a beaucoup dans l'exposition et que les books deviennent souvent des boxes à partir du moment où ils sont cousus et on ne peut plus les ouvrir et où donc ils n'ont plus d'utilité, où ils ne fonctionnent plus en tant que livre, puisqu'un livre, normalement, vous l'ouvrez pour regarder les pages, et que là, ils sont scellés, ils sont fermés, ils sont inaccessibles, on ne peut plus les ouvrir. Et les objets, ça va être ces très, très nombreux objets sur lesquels je vais revenir. Donc, les mixed media, Box and Boxes and Objects, réalisés à partir de 1982. Donc, les objets, vous allez voir, il y a différentes familles et différents moments, mais sont le produit d'actions et de gestes simples et répétitifs, plier, nouer, coudre, couper, coller, tremper, teindre, etc., transformant des matériaux de base, naturels ou synthétiques, du papier, du carton, de la corde, du tissu, du coton, du bois, du fil de fer, du plastique, etc., récupérés ou achetés dans les échoppes pakistanaises proches de son atelier, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque, son atelier, ce qu'elle est devenue un Flying House, non, le premier atelier, puis après ce qu'elle est devenue un Flying House, c'était Sitoa, et Sitoa, ce n'était pas du tout un quartier chic, c'était un quartier de Dubaï très proche de l'endroit où vivent, ou plutôt vivaient, parce que je ne suis pas sûre qu'ils y sont encore, vivaient les Pakistanais. Donc il y avait les travailleurs pakistanais qui étaient ils n'étaient pas dans des compounds comme maintenant, ils étaient dans des espèces de quartier informel, et il y avait une porosité, et donc quand il avait besoin d'aller acheter des choses, il allait, quand il avait besoin, il avait envie d'aller boire un coup, il allait le soir dans un bar clando pakistanais, etc. Donc proche de son atelier, à Satwa, puis à Alcoz. À Alcoz, il y avait encore des Pakistanais un peu dans le coin. Les quantités et volumes des séries produites, alors là on y vient parce que vous allez voir dans l'exposition, ça va de petits volumes jusqu'à des volumes beaucoup plus considérables et que Hassan Sharif appelait des tas. Donc les quantités et volumes produits, quantité et volume des séries produites varient sensiblement en fonction de l'effort physique et du temps nécessaire, et ce sont la fatigue ou l'ennui qui en déterminent l'arrêt et l'achèvement. Là, une fois encore, on est dans un procès où il y a quelque chose à l'œuvre derrière un faire qui ne serait qu'automatisé, qui ne serait qu'une espèce de soumission à une espèce
d'ivresse de la répétition. On n'est pas tout à fait là-dedans. L'évidence et la transparence du procédé démultiplient paradoxalement les significations et les interprétations. La répétition de gestes simples, non dénués de dextérité, parce qu'évidemment tout cet aspect du travail manuel, de la vitesse, et que peu à peu, évidemment, il nouait beaucoup mieux que moi. Ces deux assistants idem, c'était très très intéressant de les voir travailler. Il y avait presque de la virtuosité dans le geste, virtuosité acquise. Donc l'évidence et la transparence du procédé, la répétition de gestes simples, non dénués de dextérité, renvoie ainsi au travail manuel de l'homme du commun, mais aussi à l'artisanat et à la mémoire consciente et inconsciente de la main et du corps. Et là, une fois encore, dans cette société dans laquelle il a été partiellement élevé, puisqu'il est arrivé, il était déjà un petit garçon, mais enfin, il a quand même passé tout le reste de sa vie à Dubaï, il y a évidemment une réaction, et ça c'est très très visible dans la littérature, le cinéma un peu moins, pas encore en tout cas, mais dans la littérature et les œuvres de certains artistes et dans les récits, dans ce que vous disent les vieilles personnes, en tout cas les gens qui sont suffisamment vieux pour avoir été jeunes avant 71 et après, et qui ont vécu après, tous vous disent, Abderrahmane Maklouf, aussi l'architecte d'origine égyptienne, mais totalement immératisé, lui pour le coup, il est citoyen, vous disent qu'il y a eu à la fois la fascination, presque l'hébétement, mais aussi la violence de l'accélération du procès de développement, c'est-à-dire qu'on est passé de conditions de vie traditionnelles, plus que traditionnelles, pour certains la tente, pour d'autres les maisons dans des quartiers très particuliers, des relations familiales extrêmement codées, etc., à tout d'un coup une ville qui s'agrandit à vitesse grand V, des flux de capitaux considérables, arriver, alors ce n'est pas du jour au lendemain et ça a toujours été quelque part un emporium Dubaï, mais ça s'accélère terriblement à partir des années pétrole et que tout d'un coup les Émiriens se trouvent dans un peu, vous savez, comme dans une image, ça bouge tout le temps. Et ça, c'est très très visible dans les travaux, les premières œuvres d'ailleurs de Mohamed Kazem, les photos des photos de bâtiments ou des photos de désert qui tout du lendemain, ça devient une ville en champignons en 6 mois. C'est très très évidemment présent dans le travail des écrivains et des artistes, mais aussi dans la psyché et dans la mémoire des Émiriens. Donc de la main et du corps. Alors la mémoire aussi, c'est la mémoire d'autres pratiques, parce qu'évidemment, jusqu'à ces années 70, il y avait, comme partout, mais là particulièrement, il y avait plus d'artisans, il y avait beaucoup plus de choses qu'on faisait à la main, il y avait beaucoup plus de temps passé, les durées n'étaient pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes qualités, etc. Donc évidemment, tout ça passe dans ce travail manuel qui est aussi une performance d'un passage d'un état à un autre. D'un état de la société, mais aussi d'un état de l'être. Et ça, je pense que c'est la grande force, sans véhémence, sans grande déclaration, c'est la grande force du travail d'Hassan Sharif, qui, d'une certaine façon, est toujours resté assez juste, je ne dis pas audible, parce que franchement, il y avait beaucoup d'Émiriens, ça ne les intéressait pas, ou ils étaient même agressés par certaines œuvres de Hassan Sharif, au-delà de son comportement, parfois, évidemment, pas très traditionnel, pour le coup, mais en fait, il est extrêmement, si on n'a pas les clichés, c'est très accessible. Et on a fait tout à l'heure l'expérience, un des gardiens indiens est venu et a fait des remarques très justes sur certains objets. Moi, je l'ai vu tout le temps à Dubaï, c'est-à-dire des ouvriers qui installaient l'exposition jusqu'au cheikh qui est venu inaugurer. L'attention prêtée, les gens s'appropriaient le travail, ou commençaient à l'interpréter, à l'apprécier à partir de la matière et le travail des matériaux par Hassan Sharif. C'est-à-dire que chaque matériau, ou presque, rappelle un moment, rappelle une séquence. Et le cheikh, il se rappelait de ce qu'on mettait au sol et la toile de la tente quand les parents les emmenaient chasser dans le désert. Et les ouvriers pakistanais étaient absolument fascinés par les flip-flaps coupés en deux, les objets qui les identifiaient parfaitement aux objets de l'emporium globalisé, qui est Dubaï, donc des objets du Pakistan, des objets de Chine, des objets de Singapour, etc., dont ils utilisaient certains dans leur vie la plus quotidienne et qu'ils retrouvaient là complètement
transformé, mutilé, revu, et que moi je pensais à un certain moment qu'ils allaient être choqués du genre c'est malin d'abîmer les objets comme ça, mais pas. Je pense que c'était très intéressant de voir qu'il y avait quelque chose du rapport aux matériaux et de comment on le faisait parler d'une certaine façon, qui leur était accessible et certains ça les touchait, d'autres ça les intéressait. Je peux vous dire que rarement dans ma vie, j'ai vu une équipe de montage, c'était des Pakistanais que j'avais fait venir, qui installent la Biennale de Sharjah, et qui ne parlent pas un mot d'anglais, mais qui font des techniques incroyables. Ils faisaient un schéma. Le seul mot ce que je comprenais, c'était centi, les centimètres. Bon. Et bien, c'est la première fois que je vois une équipe de monteurs qui ne sont pas du MoMA, et encore le MoMA, quand vous avez des caisses qui attendent, ils vont fumer une cigarette, hein, ils ne s'arrêtent pas, ils ne vous demandent pas des choses métaphysiques sur les œuvres que vous accrochez. Et bien, ils n'allaient pas fumer, et quand ils me voyaient, ils me demandaient, ils se mettaient devant les vitrines, ils se commentaient entre eux, ils me demandaient, ceux qui parlaient anglais, des choses sur les œuvres, etc. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très juste dans la manière de travailler et la manière de, quelque part, considérer le lieu, dans les années 70, on dit le lieu d'énonciation, là où il est. Alors de la main, voilà, l'exhibition ironique, parce qu'il y a beaucoup d'ironie dans le travail de Hassan Sharif, ironie dans la transformation des matériaux, mais aussi ironie dans certaines séquences des sémisystèmes et des œuvres dites géométriques, où il est quelque part dans une posture ironique vis-à-vis de ce qu'il sait bien risquer d'être identifié dans d'autres espaces que le sien, comme du minimal ou comme de l'art américain des années 60-70. Et ça, évidemment, c'était quelque chose qu'il avait dans un coin de la tête. Donc l'exhibition ironique des matériaux, de la lenteur et des artefacts patiemment élaborés mais sans usage, ça c'est très important aussi, de sortir et de complètement casser la chaîne de l'utilité de l'objet. Donc, mais sans usage traduit la résistance du corps à la dynamique économique et à la vitesse dominante. Et ça, c'était quelque chose de tout à fait conscient chez lui. À la multiplication métastasique de la marchandise, il oppose ainsi le temps et la durée du geste. À la mécanique industrielle, les temporalités autres de l'histoire et du sujet. Et ça, je pense que c'est aussi, moi, ça me semble très lisible quand on voit l'entièreté du travail. Donc, d'autres séries d'objets et mixed media réalisés à partir des années 2000 et que vous avez en nombre aussi dans l'exposition intègrent et détournent les objets du quotidien, donc les cuillères, les plats et les récipients en métal, les étiquettes, les mugs en faïence ou en plastique, les flip-flaps, les couvertures bariolées bon marché qu'on trouve en provenance de Chine, etc., importés en masse de Chine et d'Inde, qui inondent l'emporium globalisé qu'est aujourd'hui Dubaï. Les objets perdent ici leur usage, défonctionnalisés dans le procès de montage, qui perfore, découpe, tord, assemble au fil de fer, etc., au profit de l'effet décoratif et esthétique des couleurs et des matières. Ça, c'est dans la dernière séquence, on est plus dans ce champ. Ils apparaissent aussi dans certains cas comme des ruines modernes pour les archéologues et les anthropologues du futur qui pourraient lire dans ces vestiges les traces d'une présence humaine et d'une culture matérielle qui sont l'envers, ou qui furent l'envers, des tours high-tech, des fastes et des mirages des sables de Dubaï. Et je pense que ça, il en était aussi tout à fait conscient. À la fin des années 2000, donc je ne vais pas trop traîner là parce qu'il n'y en a pas beaucoup dans l'exposition, mais je pense que c'est important. À la fin des années 2000, Hassan Sharif reprend une activité picturale intense parce que si vous regardez quand on... Bon, c'est pas très grave dans le livre, je pense que vous avez en bibliothèque. Hein. Quand on regarde dans ses productions, quand il était jeune, même au moment où il va se consacrer presque entièrement à la caricature, il a évidemment fait des tentatives picturales. Il a regardé Picasso, Cézanne, etc. Mais là, à la fin des années 2000, il se remet à la peinture, reprend donc une activité picturale intense et massive qui s'organise en très nombreuses séries et cycles, principalement consacrés aux lieux et objets de sa vie quotidienne, donc des scènes de bar, cours et jardins de la maison atelier, assis-toi, les antennes paraboliques, ça c'est très important parce qu'évidemment qu'à Dubaï, il y a un moment, il y en a partout des antennes paraboliques, c'est un élément absolument incontournable du paysage, des petites, des grandes, des gigantesques, les outils de travail, les objets domestiques et les œuvres de certains de ses copains, dont les sculptures de Mohamed Ahmed Ibrahim qui font l'objet d'une série de très belles peintures d'ailleurs, mais aussi à l'état du monde. Donc, Press Conference, donc, il y a un élément sur les 15 ici, c'est ça. Il y a le Economic Crisis, que c'est une série tout à fait formidable.
et bien d'autres, ou des représentations imaginaires et plus oniriques. Il y a notamment une série Vénus et Poissons qui est assez incroyable, et puis L'homme et la montagne, qui est un triptyque, aussi une œuvre tout à fait singulière. Les figures souvent grotesques empruntent à la caricature autant qu'à l'expressionnisme, mais les éléments dramatiques le disputent à l'humour et à la fantaisie, et un certain lyrisme à la brutalité des formes et des coups de brosse. Donc ce que je voudrais ici, quand on est dans les peintures, une fois encore en relisant, alors je ne sais pas, je peux vous en montrer quelques-unes là, en relisant mes notes et en regardant l'œuvre que je n'avais pas, en tout cas massivement, pas vue depuis un certain temps, puisque je n'ai rien vu depuis que Hassan est mort en 2016, je me suis fait la réflexion qu'un petit peu comme tout à l'heure, je vous commentais le potentiel de l'utilisation de la géométrie pour des artistes qui veulent échapper à des historisations sauvages. De la même façon, il me semble que les figurations globalement identifiées comme expressionnistes, ou l'expressionnisme est aussi une forme d'expression extrêmement ouverte, extrêmement souple, qui permet à des subjectivités de s'exprimer dans des situations extrêmement hétérogènes, et une fois encore, une œuvre extrêmement... comme vous allez voir, je vais en montrer quelques-unes, c'est très difficile de la dater très très précisément. Donc là, puisqu'on est, ça c'est toutes les séries, hein, des cahiers et des box, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà, il y a eu des œuvres comme ça aussi. Hein, parce que si je fais comme ça va vous donner mal au cœur. Et ça... Donc ça, ce sont les dernières, enfin plutôt vers la dernière des séries d'objets, quelques grandes. Bon, ça, ce sont d'autres vues. Ça, c'est l'atelier de Citois. Alors voilà, les peintures. Donc quand je vous disais évidemment que quand il était jeune, il a regardé ce qu'il a vu dans les catalogues Picasso et consorts, comme tout le monde. Après, il y a eu la séquence des gravures, qu'il a repris d'ailleurs quand il était à Londres, parce qu'il y avait un très bon atelier de gravure, litho, etc. à l'école. Donc ça, c'est différentes œuvres de relative jeunesse. Et ce dont... là, on s'achemine vers des œuvres plus récentes, donc les scènes de bar, les personnages. Ça, on est dans la séquence matiériste géométrique. Vous avez quelques éléments aussi. Alors, c'est pour ça que c'était compliqué de trouver une structure qui ne soit pas la confusion, mais qui ne soit pas non plus aseptisée dans le livre. Ce qui est compliqué avec Hassan Sharif, c'est qu'il y a différentes formes d'expression, différentes catégories d'œuvres qui se développent au même moment. Et c'est très compliqué de le présenter parce que si on est trop rigide, on a vraiment l'impression d'inventer une téléologie qui n'a pas lieu puisque c'est synchrone et que c'est compliqué d'éviter. Alors là, c'est le fameux ventilateur et parabole, les fleurs, on repart, oui. Ah non, faut que évidemment j'ai appuyé le truc dans le mauvais sens. Ça, c'est ce dont je vous parlais. La page de gauche, ce sont les œuvres de Mohamed Ahmed Ibrahim qu'il a peint. Ça, c'est la fameuse. Alors, je pense que l'œuvre qui est. Aurélie, vous me. Si je dis une bêtise. L'œuvre qui est dans les salles est celle-ci. Et là, nous avons la séquence complète. Donc, vous voyez, il s'agit d'une presse-conférence, ces grosses têtes en train de. Voilà. Et puis, la vache, qui est le dernier élément et qui se fait bombarder de tomates. D'autres. Images. J'espère, je voudrais vous montrer. Ça, c'est toute la séquence sur la economic crisis où il a assimilé la crise à des espèces de microbes malfaisants. Là, c'est plutôt le plus onirique et la femme poisson et je ne sais pas quoi. Là, on s'achemine vers les hommes et montagnes. Ce n'est pas le grand dont je parlais tout à l'heure, mais ce sont les montagnes. Personne est une séquence. Là, c'est une il y a une séquence, peut-être tout n'est pas dans le livre, sur la ville de Dubaï. Vous voyez qu'il y a des éléments qui sont peints avec certaines formes qu'on verrait plus dans des villes des années 20-30, une espèce de représentation de la ville un petit peu transhistorique et transculturelle, si on veut. Alors, bon, là, alors, vous voyez, dans le bio, je vous montre ça, ce sont des photos de quand il était tout jeune et quand il était en Iran.
Et bien voilà, donc je vous ai montré, il n'y avait pas les grandes peintures que je pensais que nous avions. Voilà. Donc je pourrais m'en tenir là. Donc une fois encore, j'espère avoir bien insisté sur la généalogie et les spécificités de l'œuvre de Hassan Sharif. Et il me semble qu'aujourd'hui, le vrai challenge, c'est vraiment dans des présentations. Il y a deux écueils. L'un serait de l'aseptiser, c'est-à-dire de le lire et de le montrer comme on montrerait un artiste américain des années 60-70, sans du tout restituer dans l'accrochage comment est-ce qu'on peut dire, le frottement entre différents modes d'expression, le fait que justement ces frottements, c'est ce qui introduit l'ironie, la distance, etc. Et l'autre écueil, ce serait de montrer trop de espèce de dégueulis, excusez-moi du terme, et d'œuvres à partir de notamment les objets, sachant aussi qu'il y a un moment, et ça je pense que c'est important pour nous, commissaires d'exposition, on a quand même une certaine autorité, on a quand même l'habitude de travailler, et quand on a connu les artistes, on sait quand même un petit peu de quoi on parle, et de quoi ils essayaient de parler, et je pense qu'il faut être très vigilant sur les dernières années. Et notamment la toute dernière, parce qu'il y a eu des choses un peu bizarres qui se sont passées. Donc j'espère que vous avez donné une petite idée du projet, de l'œuvre d'un artiste, une fois encore, tout à fait étonnant, pas forcément attendu du contexte des Émirats arabes unis de cette époque, et qui me semble aujourd'hui être... mais parfois c'est aussi... paradoxalement, ça peut devenir un problème d'être invité et inclus sans reste dans la grande histoire de l'art moderne au XXe siècle, parce que justement, je pense que c'est très important d'inviter, d'entrer le plus d'auteurs et le plus d'œuvres différentes, etc., mais en faisant attention, alors je sais que certaines choses c'est difficile, parce que parfois c'est au bord de l'inévitable, mais en faisant attention à ne pas trop raboter, à ne pas trop lisser, à ne pas trop accommoder au paradigme dominant. Voilà, ben je vous remercie. Et maintenant...